Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique du Panzer. Oui, je sais que la dernière vidéo date un peu, mais j'ai vu qu'elle a plu quand même à pas mal de gens et merci à vous quand même d'avoir regardé. Aujourd'hui dans cette chronique, j'ai décidé de parler d'un monstre, le char T-34. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer du mieux possible pourquoi est-ce que les soviétiques ont décidé de créer un nouveau char. On va aussi parler des différentes variantes de ce char, et bien sûr pour finir, des différents états de service de ce char. Alors la conception du T-34 remonte dans les années 30, quand l'Union soviétique cherchait à moderniser ses blindés. L'armée rouge disposait alors principalement de véhicules légers, tels que les BT-5 et BT-7, issus des travaux de l'ingénieur américain Walter Christie. Ces chars, rapides et agiles, pouvaient rouler aussi bien sur roue que sur chenille grâce à la fameuse suspension Christie, ce qui leur confère une mobilité remarquable sur route. Cependant, leur blindage mince, souvent inférieur à 15 ou 20 mm, les rend très vulnérables face aux armes anti-chars modernes. Ces faiblesses apparaissent clairement lors des conflits à la fin des années 30, qui vont profondément marquer la doctrine soviétique, notamment lors de la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, qui sert de véritable laboratoire pour toutes les nations européennes. L'Union soviétique y envoie plus de 350 chars, essentiellement des T-26 et BT-5. Face au canon anti-char allemand PaK-36 de 37 mm, ces véhicules sont percés sans difficulté. Leur blindage souvent rifté éclate sous les impacts, blessant ou tuant les équipages. Les soviétiques en tirent une conclusion essentielle, la vitesse seule ne suffit pas. Il faut un meilleur équilibre entre protection et mobilité. Quelques mois plus tard, pendant la guerre d'hiver contre la Finlande, de 1939 à 1940, les chars soviétiques, encore de T-26, BT-5, BT-7 et T-28, sont décimés dans la neige et les forêts finlandaises. Leur moteur à essence s'enflamme au contact des cocktails Molotov, les chenilles trop étroites s'enlisent, et les véhicules rapides se révèlent inutiles dans un terrain gelé et accidenté. Ces deux expériences traumatisantes conduisent les ingénieurs soviétiques à une même idée. Il faut concevoir un char moyen doté d'un blindage oblique, d'un moteur diesel plus sûr et capable d'opérer sur tous les terrains. C'est dans ce contexte que naît le projet qui donnera bientôt le T-34. En 1937, le gouvernement soviétique charge l'usine numéro 183 de Kharkov de développer un successeur au BT-7. Le projet est confié à Mikhail Kochkin, ingénieur brillant et passionné, qui conçoit un premier prototype baptisé A-20. Ce véhicule se veut à la fois rapide, fiable et plus résistant que ses prédécesseurs. L'A-20 reprend le système à roues et chenilles interchangeables typique des chars Christie. Il peut rouler à plus de 70 km/h sur route et environ 55 km/h sur chenille, une prouesse à l'époque. Son châssis est en acier soudé et rifté, une technique encore en transition vers la construction tout soudé. Le char pèse environ 18,5 tonnes et reçoit un moteur expérimental diesel V2 de 500 chevaux, une innovation majeure dans un monde où la plupart des chars utilisaient encore l'essence. Ce moteur plus sûr réduit les risques d'incendie et améliore l'autonomie. Cependant, malgré ces avancées, la protection de l'A-20 reste limitée. Sa plaque frontale ne dépasse pas 20 mm d'épaisseur, inclinée à 60 degrés, tandis que ses flancs verticaux n'affichent que 16 mm de blindage. La tourelle soudée possède environ 20 mm de blindage à l'avant et 15 mm à l'arrière. Son armement principal est un canon de 45 mm modèle 20K, qui est efficace contre les blindés légers, mais impuissant face aux chars plus lourds. Malgré ses qualités de vitesse et de maniabilité, l'A-20 est encore perçu comme un char rapide, pas comme un char de bataille moderne. Kochkin comprend alors que la priorité n'est plus la vitesse, mais la protection. L'A-20 marque donc la fin d'une ère, celle des chars légers à roues et chenilles. Il sert de tremplin vers une conception radicale nouvelle, plus adaptée aux réalités du combat moderne. Kochkin élabore aussi un second prototype, le A-32. À partir des essais du A-20, Kochkin propose un modèle amélioré, le A-32, conçu en 1939. Cette fois, le système roue-chenille est totalement abandonné. Le char repose uniquement sur des chenilles larges de 500 mm, offrant une bien meilleure traction dans la boue et la neige. Le blindage est considérablement renforcé. La plaque frontale supérieure atteint 32 mm, inclinée à 60 degrés. Les flancs sont portés à 25 mm et la tourelle à 32 mm sur l'avant. Le châssis désormais entièrement soudé, gage de solidité et de simplicité de production. Le A32 pèse environ 26 tonnes et conserve le moteur diesel V2 34 de 500 chevaux, un modèle déjà éprouvé et fiable. Sa vitesse maximale diminue légèrement à environ 55 km/h, mais sa protection et sa puissance de feu augmentent. Le changement le plus marquant réside dans l'armement. Le A32 abandonne le petit canon de 45 mm pour un canon de 76,2 mm L10, capable de détruire n'importe quel char léger ou moyen de l'époque. Il embarque environ 70 obus et deux mitrailleuses d'été de 7,62 mm. Le poste de conduite, les trappes et le poste de tir sont redessinés pour améliorer la visibilité et la sécurité de l'équipage. Lors des essais, la 32 démontre une résistance inédite au tir direct de 37 mm. C'est le premier char soviétique à combiner blindage incliné, puissance de feu et fiabilité mécanique. Kochkin, convaincu de son potentiel, propose une version encore plus blindée, dotée de plaques de 45 mm d'épaisseur. Ce sera le T-34. En
En 1939, les deux prototypes finaux, l'un dérivé de l'A-32, l'autre plus lourdement blindé, sont assemblés à Kharkov. Pour prouver leur robustesse, Kochkine décide de les conduire personnellement sur près de 2000 km, de Kharkov à Moscou. En plein hiver, malgré la boue, la neige et le froid, les chars atteignent le Kremlin sans panne majeure. Cette démonstration impressionne profondément les autorités soviétiques. En mars 1940, Staline approuve la production en série du char désormais baptisé T-34. Kochkine meurt peu de temps après, probablement d'une pneumonie contractée pendant ce voyage héroïque. Son adjoint Morozov prend la relève et perfectionne le design. Le T-34 modèle 1940 pèse environ 28 à 30 tonnes et conserve le moteur V234 de 500 chevaux, logé à l'arrière du véhicule. Il atteint 50 km/h sur terrain plat, une performance remarquable pour un char moyen. Son blindage oblique devient sa signature, la plaque frontale est de 45 mm inclinée à 60 degrés, les flancs de 40 mm et la tourelle moulée à 45 mm à l'avant et 40 mm sur les côtés. Cette disposition offre une protection équivalente à un blindage de 70 à 80 mm vertical, tout en conservant un poids raisonnable. Son armement principal est un canon de 76,2 mm L11, remplacé peu après par le célèbre F-34, bien plus performant. Il embarque près de 77 obus et 2 mitrailleuses d'été. Les chenilles larges de 500 mm et la suspension Christie renforcée lui permettent d'évoluer sur tous les terrains de la steppe boueuse à la neige profonde. Le poste de conduite est compact mais efficace, et le moteur diesel réduit considérablement les risques d'incendie en cas d'impact. Lorsque l'Allemagne lance l'opération Barbarossa en juin 1941, l'armée rouge aligne environ 1000 T-34. Les Panzers allemands, principalement des Panzers 3 et 4, ne peuvent ni percer son blindage frontal, ni rivaliser en mobilité. Le choc est immense. Les officiers allemands décrivent le T-34 comme un char venu d'une autre planète. Malgré des débuts difficiles, manque de pièces, équipage mal formé, panne mécanique, le T-34 devient rapidement l'épine dorsale de l'armée rouge. En 1943, face aux chars allemands Panther et Tigre, il est modernisé avec un canon de 85 mm, donnant naissance au T-34 85. Nous retrouvons le T-34 lors de la bataille de Moscou, qui est la première grande épreuve opérationnelle du T-34 à grande échelle. Confronté à l'opération Typhon allemande visant à encercler la capitale soviétique, les soviétiques alignent des brigades blindées où apparaissent les premiers T-34-76. La surprise technique est réelle. Les Panzer 3 et 4 allemands, conçus pour la guerre éclair, se heurtent au blindage oblique et au canon de 76 mm du T-34. Dans la steppe devenue champ de boue puis de neige, les larges chenilles du T-34 offrent une meilleure mobilité que la plupart des chars allemands. Mais les difficultés logistiques pèsent. Les T-34 souffrent d'un manque de pièces détachées, de ravitaillement en carburant et d'équipage entraîné. Beaucoup des T-34 tombent en panne ou sont immobilisés loin des dépôts. Tactiquement, les soviétiques apprennent à combiner l'usage du T-34 en contre-attaque massive et en percée locale, parfois au prix d'attaques désordonnées où le char isolé est très vulnérable. Lorsque l'hiver s'installe et que la contre-offensive soviétique démarre en décembre 1941, le T-34 joue toutefois un rôle moteur. Sa mobilité par moins 20 degrés et la puissance de son canon permet d'appuyer des percées et de repousser les Panzers, contribuant à sauver Moscou et à prouver qu'un blindé bien conçu peut inverser la tendance stratégique. Le T-34 fait aussi son apparition lors de la bataille de Smolensk au milieu de l'année 1941. Ici, les T-34 apparaissent dans un engagement localisé ou en petit nombre, où ils imposent le respect à leur adversaire. Le canon de 76 mm et le blindage incliné suffisent souvent à déjouer les obus perforants allemands de l'époque. Cela force les Panzer Division à changer de tactique, plus d'appui d'artillerie, protéger les flancs ou l'emploi de canons d'eau. Mais Smolensk met aussi en lumière les limites initiales du dispositif soviétique, coordination déficiente entre blindés, infanterie et aviation absente, transmission inexistante entre chars et rupture d'approvisionnement. Beaucoup de T-34 sont perdus non à cause d'un obus ennemi, mais par manque de carburant ou de panne mécanique. Néanmoins, tactiquement, Smolensk montre que le T-34, même en nombre limité, peut freiner la progression allemande quand il est utilisé pour couvrir les retraites ou tenir des contre-attaques locales. Kharkov, la ville industrielle où le T-34 a été conçu, devient aussi un théâtre d'affrontements répétés entre 1941 et 1943. Les batailles autour de Kharkov sont des épisodes de haute intensité, avec des contre-offensives allemandes et soviétiques qui se succèdent. Ici, les T-34 sont engagés dans les combats de mouvement autant que dans des combats urbains. Les premières actions montrent la souplesse tactique du char. Percée rapide, exploitation des faiblesses ennemies, manœuvres de contournement. Mais Kharkov veut aussi des affrontements sanglants, où des formations de T-34 sont prises dans des embuscades anti-chars ou piégées par des tactiques de contre-pénétration. À mesure que la production soviétique augmente et que les versions s'améliorent, Kharkov devient aussi le lieu d'engagement le plus moderne. Doctrine de masse, coordination inter-armes et utilisation du T-34-85 à partir de 1943. Ces batailles illustrent le passage d'un usage improvisé et héroïque du char vers une application industrielle et organisée de la puissance blindée soviétique. Le T-34 se retrouve aussi à Stalingrad, qui est l'un des tournants majeurs de la guerre. Dans les phases de défense urbaine, les T-34-76 sont employés pour soutenir l'infanterie dans les combats de rue, pour tenir des points de passage clés et pour contre-attaquer derrière les lignes ennemies. L'hiver 1942 et l'opération Uranus mettent en place la gigantesque contre-offensive soviétique, qui montre surtout la force du T-34 en tant qu'outil stratégique. Ce sont des unités mécanisées, souvent composées majoritairement de T-34, qui opèrent les percées dans les flancs des armées de Paulus, permettant l'encerclement de la 6e armée allemande. La bataille de Stalingrad prouve que le T-34, associé à l'artillerie et des opérations bien coordonnées, peuvent permettre des succès stratégiques décisifs.
course qui est souvent présentée comme la bataille de chars par excellence. Ici, le T-34, encore majoritairement sous version 76, est l'élément central de la défense soviétique. Les soviétiques, apprenant des offensives précédentes, préparent des positions en profondeur, champs de mines, zones anti-chars, artillerie prête à frapper les pénétrations ennemies. Le rôle du T-34 est double. D'abord, il participe à la défense élastique, retardant et harcelant les colonnes blindées allemandes. Ensuite, il sert de masse de contre-attaque pour exploiter les épuisements ennemis. Ainsi, les soviétiques permettent de stopper l'avancée allemande et de reprendre l'avantage dans cette guerre. À Berlin, le T-34-85 participe à l'assaut final contre la capitale du Reich. Les combats sont denses, urbains et impitoyables, rues étroites, bâtiments barricadés, snipers et défense en profondeur. Les T-34-85 avec sa tourelle plus spacieuse, son canon de 85 mm et sa meilleure ergonomie d'équipage est plus apte au combat rapproché que les premières versions. Il sert à couvrir les fantassins dans les percées des quartiers, à détruire points de résistance et bunkers, et à assurer la mobilité nécessaire pour encadrer les dernières contre-attaques. Berlin est aussi la démonstration ultime de l'industrialisation soviétique. Des milliers de T-34, déjà éprouvés et améliorés, convergent vers la capitale, symbolisant la victoire matérielle et morale. La chute de Berlin, avec le T-34 en première ligne, conclut l'épopée du char soviétique sur le théâtre européen. En résumé, le T-34 reste l'un des chars les plus emblématiques de l'histoire. Conçu dans l'urgence mais avec une vision révolutionnaire, il combine un blindage incliné innovant, un moteur puissant et une mobilité remarquable. Des qualités qui lui ont permis de surpasser de nombreux adversaires dès son apparition. Présent sur tous les grands fronts de l'Est, il a joué un rôle déterminant dans la victoire soviétique, devenant le symbole d'une armée capable de s'adapter, de produire en masse et de tenir face à l'adversité. Aujourd'hui encore, le T-34 demeure une référence incontournable dans l'évolution des chars modernes et une véritable légende de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est déjà la fin de cette seconde chronique. J'espère que la vidéo vous aura plu et que l'attente aura valu le coup. Si jamais, n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos, cela montre que vous aimez ce que je fais et me motive quand même à continuer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était la chronique du Panzer. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами.